Ceux qui ont cru que le déficit courant des États-Unis allait entraîner la chute de l'Empire américain n'en croient pas leurs yeux. Le déficit qui s'était creusé pendant 15 ans, un déficit insoutenable selon les meilleurs experts, eh bien il s'est réduit en quelques années et en plus en tirant parti de la plus grande crise financière depuis les années 30. Alors tout au long des années 90, de fait, le déficit s'est amplifié avec une année qui fait exception cependant, c'est 91, avec les financements des Alliés pour la guerre du Golfe. Le déficit passe ainsi par palier de 2 points de PIB à 4 au début des années 2000 pour atteindre 6,2 à son apogée au tournant 2005-2006. C'est l'époque de la croissance à crédit et dans des proportions de plus en plus inquiétantes. Vous pouvez imaginer ce qu'il se serait passé pour n'importe quel autre pays, une crise des balances de paiement avec, à la clé, des années de purge sévère à la grecque. Mais ce qui vaut pour le reste du monde ne vaut pas pour les États-Unis qui disposent d'une super martingale, le dollar, indétrônable monnaie de réserve internationale. Alors comment cela se passe-t-il concrètement? Eh bien, jusqu'au milieu des années 90, le déficit courant est principalement financé par les banques centrales des pays développés qui sont justement en train de reconstituer leurs réserves. Puis, peu à peu, dans l'euphorie de la bulle de la nouvelle économie des années 90, les agents privés vont prendre le relais en achetant des actifs privés, desserrant toujours plus la capacité d'endettement américaine. Bien mieux, après la crise de change asiatique de 97, ce sont les émergents qui prennent la suite et qui se constituent des réserves colossales libellées en dollars. Leurs achats de bons du Trésor explosent au tournant des années 2000 et culminent en 2006-2008 pour combler un déficit abyssal. On peut dire que la dette américaine est devenue en quelque sorte un produit d'exportation massif. Et cette démesure, eh bien, elle modifie la géographie des pays contributeurs. D'abord financée par le Japon et l'Europe dans les années 80 et 90, c'est la Chine qui prend le relais à partir des années 2000 et de son entrée dans l'OMC. Et si l'Empire du Milieu soutient les États-Unis, c'est qu'il y trouve son compte. Le yuan en est sous-évalué et le principal client américain est financé à bon compte. C'est l'époque heureuse du G2 et de la Chine-Amérique. Et pourtant, dès 2006, les prémices d'un changement sont perceptibles avec un déficit courant qui s'allège graduellement. La crise financière de 2008-2009 déclenchée par les États-Unis ne sera qu'un à-coup momentané car, bien mieux, le déficit courant continue de se réduire à une vitesse record et passe sous la barre des 2% du PIB fin 2013. Alors la question se pose, quelles nouvelles martingales ont bien pu trouver les Américains pour remonter la pente aussi vite sans casser la croissance? Eh bien, en creusant les chiffres, on détecte d'abord que les États-Unis rapatrient des revenus croissants de leurs IDE, alors même que le monde continue à les inonder en liquidités, sans compter l'action bienveillante de la Fed. Et puis survient le miracle des pétroles et gaz de schiste qui réduit à la fois la facture énergétique et donne un sérieux coup de pouce à la compétitivité des entreprises. Résultat, un redressement spectaculaire du commerce extérieur. Décidément, sacrés Américains, ils trouvent toujours la solution. Leur créativité économique, stratégique et financière semble sans limite.